pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Il y a plusieurs mesures qui existent pour réduire les impacts négatifs de l'alcool au volant. C'est au Québec qu'on a les règles parmi les plus sévères au monde. This could be the worst storm hit Florida in over a century. If you're under evacuation orders, you should evacuate now. You should have already evacuated. It's a matter of life and death, and that's not hyperbole. It's a matter of life and death. Voici Patrick Lagacé. Mercredi le 9 octobre 2024. Merci d'être là. On commence avec les prévisions météo avant le tour d'horizon de l'actualité. Nuageux, frais, pluvieux. Ce sont les trois mots de la journée en termes de météo aujourd'hui. 15 degrés maximum, 30 % de probabilité d'averse en après-midi. Présentement, il fait 9 degrés. Demain, jeudi, généralement nuageux, pas de pluie à l'horizon, mais venteux. Par contre, vendredi, 18 degrés, du soleil aperçu pour le long week-end de l'Action de grâce, des hauts, des bas, du soleil et de la pluie, et surtout du temps frais. Parlons de la Floride. Autre ouragan qui se dirige vers le Sunshine State. Après Hélène, il y a une dizaine de jours. Maintenant, c'est Milton qui se dirige vers la Floride, qui est présentement dans le golfe du Mexique. Et le message qui a été lancé hier du président Biden, qui a été lancé aux gens de la Floride, on l'a entendu il y a quelques instants, c'est « Partez, fuyez, et si vous restez, vous allez mourir ». C'est en ces termes-là, notamment, que le président Biden a voulu inciter les Floridiens qui ne sont pas déjà partis, qui n'ont pas déjà déserté les zones d'évacuation. C'est comme ça qu'il s'est adressé aux Américains. Donc, c'est clair, c'est sans nuance, et je dirais c'est à la hauteur de la menace que représente l'ouragan Milton, qui va frapper la côte ouest, la même côte qui a été frappée par l'ouragan Hélène. Et c'est là que ça frappe un peu l'imaginaire. Il y a beaucoup de zones visées par des ordres d'évacuation qui étaient encore à ramasser les dégâts de l'ouragan Hélène. Il y a 5 millions de Floridiens là, qui ont déjà fui, semble-t-il. Et c'est un État qui est aux prises, normalement, avec des ouragans. Mais dans ce cas-ci, ce qui est particulier avec Milton, c'est que semble-t-il que ce sera l'ouragan le plus puissant, le plus dévastateur pour la Floride depuis 2 décennies. Et hier, il y a un extrait qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. C'est celui d'un météorologue bien connu en Floride. Il s'appelle John Morales et il a cassé en ondes. On l'écoute. Incredible hurricane. It has dropped... It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. Il semble que l'ouragan a perdu 50 millibars. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pour cet expert-là, M. Morales, en ces termes, c'était horrifique. Et il avait une pensée là, plus loin dans son analyse pour les communautés du nord de la péninsule du Yucatan qui vont être frappées, des régions qui sont généralement assez pauvres. Et une pensée aussi pour tous les Floridiens qui vont retrouver, quand ils vont revenir à la maison, beaucoup de destruction. Et M. Morales a évidemment fait le lien avec le réchauffement de l'océan, de l'eau dans le golfe du Mexique, réchauffement qui favorise la production d'ouragans comme ça, réchauffement évidemment qui est causé là, par les changements climatiques. On va suivre de près tous ces développements aujourd'hui, non seulement dans l'émission ici jusqu'à 10h, mais aussi dans les autres émissions de la chaîne vers 7h25. Là, on va aller sur place, on va parler avec une Québécoise qui est là-bas en Floride. Prochain sujet, la une du Journal de Montréal, une bonne controverse linguistique. Deux événements. D'abord, la gouverneure générale Mary Simon, qui ne parle pas français, on le sait, on l'a évoqué la semaine passée, et elle a visité récemment un comptoir alimentaire à Québec, et encore une fois, 3 ans après sa nomination, elle ne parlait pas français. Elle avait promis d'apprendre le français. Elle parle l'inuktitut, elle parle l'anglais, mais le français, elle ne le parle pas. Le Journal de Montréal qui a fait un sondage qui nous apprend que pour 71% des Québécois, c'est inacceptable. Et après, sous la mention justement de l'unilinguisme inacceptable de Mme Simon, il y a une chronique de Marc Lachapelle, le chroniqueur hockey, qui est référencé à la une. Speak French.
capitaine Suzuki. C'est un texte, justement, pour souligner que le capitaine du Canadien, Nick Suzuki, comme plusieurs de ses prédécesseurs, ne parle pas français. Et 2 commentaires là-dessus. On est en 2024. Et je ne veux pas vous dire, en 2024, tout le monde devrait être bilingue, pas ça du tout. Mais l'époque a changé, le Québec a changé, et chaque fois que je vois des histoires comme ça, bien sûr, le fait que Mary Simon, la chef de l'État canadien, c'est son titre aussi, Justin Trudeau est le chef du gouvernement, le fait qu'elle ne parle pas français, évidemment que ça m'écoeure, évidemment que ça m'irrite comme Québécois. Que Nick Suzuki soit incapable de s'adresser aux fans québécois en français, ça me choque, comme quand Sakou Koivu, qui était capitaine du Canadien il y a 20 ans, ne pouvait pas s'adresser en français aux fans du Canadien. Sauf que l'époque a changé et je veux ramener ça à nous individuellement et collectivement, les Québécois. Dans les années 70-80, il fallait que le capitaine du Canadien puisse parler français et le capitaine du Canadien parlait français et de nombreux anglophones du Canadien parlaient français. C'était attendu, c'était quasiment un incontournable à cause du climat politique et social au Québec. Aujourd'hui, collectivement, individuellement, je pense que la défense du français, la fierté du français, la fierté nationaliste, elle est moins là. Qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne que politiquement, pour Justin Trudeau, il n'y a pas de prix à payer à nommer une unilingue anglaise, en fait bilingue, Inuktitut et anglais, comme gouverneur général. Pour le Canadien, le fait de ne pas obliger les joueurs à apprendre le français, à ne pas les pousser dans cette direction, même le capitaine, il n'y a pas de prix économique à payer. Donc, je veux bien qu'on blâme les institutions, il faut le faire, mais il faut aussi se regarder dans le miroir. Texte à lire dans la presse aujourd'hui. Je vous le dis, c'est à couper le souffle. Les journalistes Caroline Touzin et Gabriel Duchesne qui ont obtenu un rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec qui a enquêté sur la DPJ de la Mauricie et du centre du Québec. Cette DPJ régionale qui a brimé les droits d'enfants, de parents, parce que les enfants ont été placés trop rapidement en banque mixte en vue d'être adoptés. Ce qu'on voit là-dedans, ce sont des intervenantes qui, mal supervisées, peu ou pas supervisées, ont tourné les coins ronds et se sont pas basées sur des preuves et des observations pour retirer des enfants de certaines familles. Parfois, il y a des mères, il y a des parents qui ont été, disons, punis pour le simple fait d'avoir été eux-mêmes des enfants de la DPJ. Il y a le cas d'une mère, ce qu'on lui reproche, la seule preuve qu'on a pour avoir justifié un retrait des enfants, c'est qu'elle était TDA et qu'elle avait déjà été suivie par la DPJ quand elle avait 16 ans. C'est un peu beaucoup du laxisme. Lisez ça aujourd'hui dans la presse. Et je ne veux pas dire que la DPJ partout au Québec a des normes aussi, disons, scandaleuses. Sauf que il y a des questions à se poser sur ce qui se passe à la DPJ dans cette région-là. Centre du Québec, Mauricie, enquête assez fouillée. On a révisé, semble-t-il, 140 dossiers. On se base non seulement sur les preuves dans les dossiers des intervenantes, mais aussi, semble-t-il, sur des enregistrements. Et là, il y a beaucoup de parents qui m'écrivent, il y a beaucoup de parents qui manifestent publiquement pour dire que la DPJ, ce sont des voleurs d'enfants. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je n'ai pas cette conviction-là. Je pense que l'immense majorité des intervenantes de la DPJ font leur job avec professionnalisme dans des circonstances qui ne sont pas faciles. Mais quand on lit ça, non seulement il y a des drames humains qui sont passés dans cette région-là, mais en plus, je dirais, ça va alimenter des théories du complot. Vous irez lire ça dans la presse sous la plume de Caroline Touzin et Gabriel Duchesne. Analyse intéressante du journaliste Daniel Renaud dans la presse, je vous la signale. Daniel couvre les milieux criminels depuis plus de 25 ans. Et là, il s'inquiète de ce qui ressemble à un changement vraiment important dans les attitudes des gangs du crime désorganisé. Et j'insiste sur le mot désorganisé. Il y a de plus en plus de membres du crime organisé qui sont en prison, qui sont vieillissants, qui sont au sein d'organisations comme les Hells, comme la mafia, qui sont faiblissantes. Et ça laisse de l'espace pour des jeunes pousses, disons ça comme ça pour parler comme en techno, qui sont sans foi ni loi. Et Daniel fait un lien avec ce qui s'est passé, là, l'incendie dans le Vieux-Montréal. Ça ressemble à une sorte de stratagème d'extorsion. Et on le sait, 2 personnes sont mortes. Et
Daniel soulève des points importants sur les sentences, sur les peines. Par exemple, sur les fraudes grands-parents. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre des fraudes grands-parents et du crime désorganisé comme ça, de l'extorsion, des incendies? Bien, il y a souvent de ces fraudes-là qui sont des réseaux qui financent l'achat d'armes à feu, qui financent des activités criminelles, et les sentences sont extrêmement légères. Et ce que dénonce Daniel Renault, dans le fond, c'est une certaine naïveté présentement. On est dans un changement d'époque dans le crime organisé. Il y a 2 personnes qui ont payé de leur vie dans cet incendie-là, qui est probablement relié à du crime désorganisé. Et Daniel souligne aussi, parlant d'être laxiste, dans les prisons, il y a des caïds qui sont emprisonnés, mais qui tirent encore les ficelles, qui calent encore des shots, comme on dit, et qui exigent des incendies criminels, qui exigent des assassinats. Pourquoi? Bien, ils sont en mesure de communiquer assez facilement parce que on arrive à faire passer des cellulaires en prison et ces gens-là peuvent communiquer. Pas la première fois qu'on parle de ça. Donc, il faudrait peut-être commencer, je ne sais pas comment, pas un expert du milieu carcéral, mais à serrer la vis pour que ces gens-là puissent cesser de faire la pluie et le beau temps à l'extérieur alors qu'ils sont à l'intérieur des murs. Donc ça, c'est une chose. Il va falloir que du côté politique, on commence peut-être à dépoussiérer le code criminel pour être plus sévère avec certains types de crimes, notamment la possession d'armes aussi. Et aussi le fait de commander des meurtres ou commander certains actes criminels comme des incendies là, pour faire plier des commerçants. Et on dit 2 morts comme ça. 2 morts là, dans cet incendie, dans cette auberge du Vieux-Montréal la semaine passée. Mais ces morts-là, ces 2 personnes-là, 2 Françaises, avaient des noms. Léonard Géraudy et sa fille Vérane, 7 ans. Et il y a un texte dans la presse aujourd'hui à lire qui met de l'humanité sur ces manchettes-là qui sont souvent désincarnées. Donc, Léonard Géraudy, elle était notaire, elle était conseillère municipale. La petite Vérane, 7 ans, tripait sur la danse. Le père, lui, qui est interviewé dans le papier de la presse, c'est un agriculteur. Et il a suivi en direct cet incendie de la France. Il dit, écoutez, j'ai vu aux informations, j'ai vu cet hôtel-là flamber. Et je savais, parce que je n'arrivais pas à les rejoindre, que ma femme et ma fille étaient dans cet hôtel-là. Écoutez, le gars a continué à travailler. Il est allé travailler le lendemain parce que quand on est agriculteur, on ne peut pas prendre congé. Je souligne un peu l'humanité parce que quand on tombe dans les faits divers comme ça, c'est trop facile de rester sur les manchettes. C'est trop facile d'être désincarné. Je le disais, on est à un moment charnière dans le milieu criminel. Il y a une sorte de désinhibition chez les petits criminels et il y a des citoyens qui ne sont pas des criminels qui commencent à payer. Moi, j'ai vécu la guerre des motards. J'espère qu'on va avoir une sorte de réveil collectif, d'indignation collective pour pousser sur le politique avant qu'il y ait d'autres morts, qu'on n'attende pas d'autres morts. Je me souviens, 1995, je pense, la mort du petit Daniel Desrochers, qui a été tué par l'explosion d'un Jeep dans Hochelaga-Maisonneuve. Ça avait changé beaucoup de choses dans l'approche de la police, dans l'approche du politique. Il y a eu des changements législatifs, il y a eu des escouades qui ont été mises sur pied. J'espère qu'on n'attendra pas ce moment-là parce que les criminels, présentement, du crime désorganisé, je pense que potentiellement, ils sont beaucoup moins raisonnables que les Hells Angels pouvaient l'être, qui étaient parlables, et que la mafia. Toujours dans le domaine criminel, vous irez lire ça, justement, parlant des Hells, dans le Journal de Montréal, sous la plume de Éric Thibault et Félix Séguin. Une recrue chez les Hells de 82 ans. Il s'appelle Jack Simpson. Il a récemment été promu chez les Hells Angels. Quand on dit que les Hells sont vieillissants, je pense qu'on a un symbole assez fort à cet égard. 82 ans admis chez les Hells. Et il y a le criminel Al Boivin, lui. C'est un gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est toujours en fuite. C'est un des criminels les plus recherchés au Canada. Mais la SQ qui offre 250 000 $ pour des informations qui pourraient mener à sa capture. On va avoir des informations là-dessus avec un porte-parole de la Sûreté du Québec. Parlons de sécurité routière. On a abordé cette question-là hier avec une journaliste du Devoir, Stéphanie Vallet. Elle signe une enquête ces jours-ci dans son journal avec la journaliste Amélie Pineda. En gros,
Au Québec, on est plus tolérant sur l'alcool au volant. 0,08, quand on dit 0,08, ça, c'est la norme fédérale. Au-delà de 0,08, en théorie, vous pouvez être criminalisé. Vous allez être arrêté, vous allez être accusé, vous allez probablement plaider coupable. En bas, à 0,05, partout au Canada, on impose des sanctions administratives. Partout, sauf au Québec. La sanction administrative à 0,05, pourquoi on fait ça? En Alberta, en Ontario, c'est pour vous envoyer un signal. On va saisir votre véhicule pour quelques jours, on va vous donner une amende de quelques milliers de dollars. C'est pour vous dire, vous entrez en zone dangereuse. C'est un moyen que les provinces ont choisi parce qu'Ottawa est encore beaucoup trop permissif là-dessus. 0,08, disons que c'est assez atypique dans le monde occidental. Souvent, c'est 0,04 dans d'autres pays, 0,05. 0,08, c'est assez rare. Et là, il y a Geneviève Guilbeault qui, elle, continue, à mon sens, à justifier l'injustifiable. Elle a été interpellée hier à l'Assemblée nationale. Et ce que le devoir montre, c'est que oui, c'est dangereux. Et oui, on peut quantifier le nombre d'accidents, le nombre de morts qui surviennent par des conducteurs qui sont pincés entre 0,5 et 0,08, en tout cas au-delà de 0,05. Donc, il y a cette réflexion à faire. Et sincèrement, je pense que la seule raison pour laquelle Mme Guilbeault, de la même façon que ses prédécesseurs libéraux, péquistes, n'ont pas voulu toucher à ça, c'est parce que ça va hurler. Les restaurateurs vont hurler, les tenanciers de bar vont hurler. Tout le monde veut pouvoir conduire le plus pacté possible pour pouvoir rentrer. T'évites le trouble d'avoir à prendre un taxi, etc., etc. Il y a un malentendu là-dessus à cause du 0,08. On pense que 0,08, là, on est correct là, à 5, à 6, à 7, 7,5, 7,75. Il y a des reportages qui ont été faits dans le passé, des journalistes qui sont allés dans des laboratoires de simulation de conduite automobile, et là, on vous fait boire. Écoutez, dès qu'on boit, on est moins alerte. Et je dis pas qu'il faut qu'on ait un taux de 0,00. Pas ça que je dis. Mais quand vous êtes à 0,05, vous êtes pas sous-mort, mais vous êtes pas mal moins efficace. 0,07, 0,08, là, vraiment, vous commencez à être cocktail, un peu pacté, vous êtes dangereux. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de pression sur Québec présentement et il faudrait peut-être se tourner aussi du côté d'Ottawa. Toujours sur ce dossier-là, le devoir continue à fouiller et il y a le cas d'Éduc-Alcool. Éduc-Alcool, c'est l'organisme qui nous dit qu'il faut moins boire. Les gars, vous devriez boire tant de verres par semaine, les filles, tant de verres, manger en buvant, etc. Buvez pas seul. Autant de conseils qui sont intelligents, autant de conseils qui sont avisés. Cependant, les journalistes du Devoir se sont mis à fouiller la position d'Éduc-Alcool sur, justement, l'alcool au volant. Éduc-Alcool, de façon surprenante, je ne savais pas ça, est contre l'instauration du 0,05. Et là, quand on se met à fouiller, qui finance Éduc-Alcool? Bien, ce sont les buveurs qui financent Éduc-Alcool. Les budgets d'Éduc-Alcool sont liés aux fabricants d'alcool. Les budgets d'Éduc-Alcool sont liés à la consommation d'alcool. Et vraiment, il y a un paradoxe. Vous me dites chez Éduc-Alcool qu'on ne devrait pas boire plus que X verres par semaine. Vous me dites que on ne devrait pas boire seul. Vous me dites qu'on ne devrait pas boire sans manger. Vous soulignez que les jeunes femmes ont plus de risques de telle et telle nature. Parfait. Je suis d'accord avec ça. Je ne comprends pas qu'Éduc-Alcool prône encore le 0,08. Je ne comprends pas qu'Éduc-Alcool ne soit pas parmi les premiers groupes de la société à dire 0,05, ça devrait être la norme au Québec. Et vous irez lire le papier du Devoir de Stéphanie Vallet et d'Amélie Pineda. Une fois que vous aurez lu ça, je ne sais pas si vous allez être comme moi, mais dans mon cas, je me pose des questions sur la crédibilité d'Éduc-Alcool. Sincèrement, si chez Éduc-Alcool, on poursuit dans cette voie-là, sur cette route-là, sans mauvais jeu de mots, bien, on va flirter avec la destruction de la crédibilité d'Éduc-Alcool. Je termine avec un peu de politique. Intention de vote, il y a un sondage léger dans le Journal de Montréal. Un PLQ dirigé par Pablo Rodriguez brouillerait les cartes, semble-t-il. Il jouit d'une bonne cote de popularité. Pas très connu, semble-t-il. Ça, c'est surprenant auprès des Québécois. Et selon le sondeur Jean-Marc Léger, le fait qu'il ne soit pas hyper connu, ben, ça lui donne de l'espace pour grandir politiquement. Et dans ce sondage-là, ce qu'on note aussi, c'est que le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon est toujours en tête des sondages, des intentions de vote au Québec, quand même à 2 ans d'élection, avec 32% des intentions de vote. Et je termine sur cette nouvelle, une recrue au Bloc québécois,
Patrick Bonin, figure très connue de l'écologisme québécois. Il a été chez Greenpeace Canada jusqu'à tout récemment. Il démissionne de Greenpeace, sera candidat pour le Bloc québécois. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal, voici Patrick Lagacé. Élimination des points de service et des guichets automatiques, taux d'intérêt et l'impact d'un possible retour de Trump sur l'économie québécoise. Il y a beaucoup de sujets à aborder avec Guy Cormier, président et chef de la direction du mouvement Desjardins. Il est avec nous. Monsieur Cormier, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Je vais commencer avec ces manifestations là, qu'on a vues dans l'Est du Québec, aussi à Québec. Il y a des maires de villages de l'Est du Québec qui ont fait des manifestations accompagnés de certains de leurs citoyens pour protester contre le retrait de guichets automatiques, de points de service. D'abord, parlons des chiffres. Vous prévoyez retirer combien de guichets de la circulation là, dans les prochaines années? On l'a annoncé en début d'année, c'est à peu près 30 de notre parc de guichets automatiques et de points de service. Donc, est-ce que j'ai les chiffres exacts? Non, là, mais c'est définitivement là, quelques centaines là, de moins de guichets automatiques. OK. Et géographiquement, ce 30 %-là est réparti, est-ce qu'il est réparti dans certaines régions? Partout. Partout. Il est partout à travers le Québec. Puis dans le fond, c'est pas une question de région, c'est une question d'utilisation du guichet automatique par les membres des clients. Alors, il y a des guichets automatiques à Montréal qu'on enlève parce qu'ils sont moins utilisés, ou il y en a beaucoup dans les caisses, il y en a 3, il y en a 4, on en enlève 1 ou 2. On fait la même chose en région. Donc, c'est pas une question de région ou de municipalité, c'est à la fin de la journée, là, aujourd'hui, il y a seulement 3 % des transactions qui sont faites dans les guichets automatiques. Alors, c'est ça qui nous amène souvent à les faire évoluer. 3 %, mais sur un volume immense de transactions, j'imagine. C'est sûr que dans un village où il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour aller faire des retraits, ça frappe plus que dans le centre-ville de Montréal. Mais c'est vrai, effectivement, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. L'impact est différent. En même temps, nous, on regarde l'ensemble des transactions qui sont faites et on trouve des solutions pour ces gens-là en région. On est très, très conscient là, que quand les gens localement dans la caisse prennent cette décision-là, c'est pas la décision la plus fun pour les gens. Puis les gens se lèvent pas en disant « Youpi, on ferme le guichet automatique puis on ferme le point de service ». Ils ont bien évalué ça. Ils ont bien mesuré ça. Mais ces gens-là et le mouvement Desjardins ont le devoir de gérer de façon responsable l'argent des membres. Là. Quand vous avez 97 à 99 % des transactions, même en région, je tiens à le dire, là, même en région, où les gens se déplacent beaucoup moins qu'avant, et la pandémie est venue changer beaucoup les comportements des gens, je pense qu'on a un devoir aussi d'ajuster notre offre de service. Puis je rappellerai qu'il reste quand même 1500 guichets puis 600 points de service à travers le Québec. Il n'y a aucune autre organisation financière qui offre autant de points de service. Mais vous consultez pas. Je veux dire, la décision vient d'en haut puis elle est communiquée aux caisses locales. Il n'y a personne qui est consulté là, dans les villages. Non, bien essentiellement, la décision vient pas d'en haut. La décision vient d'un alignement de l'organisation où Desjardins, globalement, comme toutes les autres entreprises, voient bien que les gens utilisent de plus en plus les technologies pour faire affaire avec nous. Donc, on demande à nos administrations locales, à nos caisses, de regarder comment ça se passe dans leur milieu. Mais on a des conseils d'administration. C'est pas moi de mon bureau là, à Lévis ou à Montréal qui décide ça, ou les gens de la haute direction. Il y a des conseils d'administration où je rappelle que c'est des élus par les membres du milieu qui analysent ça, 10, 12 personnes, qui administrent la caisse, qui regardent ce qui se passe et qui en viennent à cette recommandation-là. Donc, c'est pas des gens désincarnés, là. Et en plus, c'est des gens qui rencontrent les membres à l'aréna, à l'épicerie. Alors, ils sont conscients de cette décision-là, mais ils pensent que c'est la bonne décision à prendre. Et nous, on les appuie à 100 %. Approvisionner un guichet automatique, est-ce que c'est si cher que ça? Bien, ça dépend où, là. Je veux dire, quand on travaille puis on approvisionne ça dans des régions soit très éloignées ou dans des journées où les rues sont bloquées à Montréal parce que il y a des événements ou c'est des rues piétonnières. Alors, j'ai pas de chiffre exact, mais oui, il y a une dimension de sécurité et oui, ça a des coûts. OK, je vous entraîne sur un autre sujet, M. Cormier, là. Beaucoup d'hypothèses sur un possible choc d'hypothèques à renouveler 2025-2026 sur des taux fixes. Des gens qui avaient des hypothèques à 1,5 qui, là, vont avoir une surprise. Est-ce que vous craignez une bombe hypothécaire? Écoutez, moi, je suis beaucoup moins alarmiste et préoccupé que ce que je peux attendre quand je parle à des collègues à Toronto ou à Vancouver. Et pourquoi je dis ça? C'est que depuis 18 mois, on a vu des gens qui avaient des hypothèques à taux variable. Ça, c'est plus de 70 000 membres chez Desjardins, que leur hypothèque est passée d'à peu près 2,5 à 3 % de taux d'intérêt.
à 5-6 %. On a proactivement appelé ces gens-là et tout le monde, M. Lagacé, tout le monde a renouvelé son hypothèque, a ajusté ses paiements. On a déjà commencé cette année à faire des renouvellements. Les gens, c'est en moyenne, c'est gros, là, c'est 700 à 900 $ de plus par mois de paiement. Mais ce qu'on constate, c'est que les gens ont gardé leur emploi. La majorité du monde ont un travail. Le taux de chômage reste relativement stable. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, là. Les nouveaux arrivants, les jeunes, je sais que c'est plus difficile. Mais globalement, on voit très, très peu de délinquance ou de gens qui ont de la difficulté à rembourser leur hypothèque. Alors, tant que l'emploi se maintient, tant que l'inflation continue de baisser, et là, les hypothèques ont baissé. Là. On commence à avoir des hypothèques plus près de 5 %, même un petit peu en bas. Alors, la bombe hypothécaire, elle va avoir un impact, M. Lagacé. Là. Ça va être des centaines de dollars de plus par mois de paiement, mais on voit que les gens priorisent le remboursement hypothécaire. Mais cette bombe hypothécaire-là, d'après vous, va pas faire en sorte que les gens massivement vont remettre les clés de leur maison, de leur condo à la banque? Non, moi j'ai pas du tout cette inquiétude-là actuellement. Quand je regarde les 18 derniers mois, le fait que les gens ont un emploi, le fait que la valeur des propriétés a augmenté avec le temps aussi, là, et surtout le fait qu'on les accompagne, là, c'est pas une surprise pour les gens. Nous, là, on a déjà identifié tous les membres qui vont vivre sur un renouvellement hypothécaire à la hausse, là, et on est déjà au téléphone, là. On les appelle, on est proactif, on leur explique, on regarde leur budget. Alors, on va jouer notre rôle d'accompagnateur financier très proactif. Vous avez fait une sortie ces derniers jours, M. Cormier, là, en tant que président du mouvement Desjardins, pour dire, écoutez, si Trump est réélu, il va avoir un prix à payer au Canada et au Québec. Pour les gens qui nous écoutent, les auditeurs qui regardent l'actualité américaine et qui se disent « ça me concerne pas », qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ben, écoutez, je pense qu'il faut être vigilant. Effectivement, il y a beaucoup de pourrais là-dedans. Hein. Ça pourrait arriver. Là. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer le 5 novembre. Mais c'est clair que selon nos économistes et dans nos analyses, l'arrivée du candidat républicain à la Maison-Blanche, on l'a vu en 2016, il y a eu des hausses de tarifs. Donc ça veut dire, dorénavant, si nos entreprises québécoises veulent vendre à des entreprises américaines, soit dans des chaînes d'approvisionnement où ils vendent des pièces ou des boulons ou pensons au bois, dorénavant, vendre ce produit-là aux États-Unis, ça va coûter plus cher. Donc, ça veut dire qu'ici, l'entreprise fait un peu moins d'argent ou va peut-être même perdre des clients. Et là, si l'entreprise perd des clients, peut-être que finalement, elle va moins avoir besoin d'employés. Donc, ça va réduire l'activité économique. Puis ces employés-là, c'est des gens qui sont des Québécois, Québécoises, qui vont peut-être avoir des enjeux. Je veux vraiment pas être alarmiste ici, là. C'est un risque qui existe. En même temps, nos gouvernements sont très proactifs actuellement pour parler avec des gouverneurs des États, pour montrer le positif de cette relation d'affaires-là. Alors oui, il y a un danger, effectivement, que l'arrivée du candidat républicain crée un peu plus d'instabilité aussi. On peut penser au marché financier. Les gens qui ont des placements actuellement dans leur fonds comme un placement, on pourrait avoir un peu de turbulence sur les marchés, donc plus de volatilité dans les placements des gens. Donc oui, ça peut avoir un impact. Ça, c'est pour l'élection américaine qui aura lieu dans moins d'un mois. M. Cormier, dans moins d'un an, il y aura une élection au fédéral. Est-ce que l'arrivée possible de Pierre Poilievre comme dirigeant d'une institution financière, ça vous inquiète? Ah, écoutez, je vous dirais que comme dirigeant d'une institution financière, là, depuis 125 ans, on travaille avec différents chefs de parti, puis on travaille avec différents partis. Alors, nous, on n'a pas... Mais je vous parle surtout de l'approche fiscale, des politiques, des approches budgétaires aussi. Ah, écoutez, ça, oui. Ça, peu importe le politicien, peu importe le chef de parti, peu importe le parti qui sera au pouvoir. Moi, c'est clair que la semaine passée, j'ai voulu lancer humblement un message de discipline budgétaire. Je pense que, exacerbé par la pandémie, là, on a vraiment vu avec la pandémie un besoin réel de soutenir la détresse humaine, là. Mais là, on voit là qu'il y a des enjeux majeurs qui s'en viennent devant nous. Le système de santé est sous pression, le système d'éducation est sous pression, les infrastructures ont besoin d'amour et les changements climatiques vont nécessiter des investissements majeurs. Et nos gouvernements roulent avec des déficits, pas seulement ici, là, au Québec, au Canada, aux États-Unis. J'arrive d'Europe, c'est la même chose en France. À un moment donné, ce sera plus soutenable, ça. Et là, on pèle ça aux générations futures qui, elles, vont devoir... Ils n'auront pas une capacité plus grande de payer des taxes, là, ces jeunes-là. Alors aujourd'hui, moi, ce que j'interpellais les gens, puis pas seulement les gouvernements, les gens d'affaires, les citoyens, il faut ramener une meilleure discipline budgétaire au niveau des gouvernements. Sinon... on s'achète du trouble pour les prochaines décennies. Là. Merci d'avoir été avec nous, M. Cormier. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée à vous, M. Lagacé. Bonne journée. À la prochaine. C'était Guy Cormier, président et chef de la direction du mouvement Desjardins. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Si vous avez vu les images, on se prépare en Floride, l'ouragan Milton, qui va frapper la côte ouest du Sunshine State. Et ça, quelques jours après le passage dévastateur d'un autre ouragan, Hélène, à peu près sur la même trajectoire. Jean-Charles Beaubois est un ancien présentateur météo à Radio-Canada, maintenant président d'une firme qui s'appelle Météo Global. Monsieur Beaubois, bonjour. Bonjour. Donc, je veux commencer par vous faire entendre une clip. Ça s'est déroulé dans les dernières heures dans les médias américains, dans une télévision de Floride. Roberto Morales est un présentateur météo. Il est météorologue et il a cassé en ondes en décrivant la puissance de cet ouragan qui s'en vient sur la Floride. J'aimerais que vous interprétiez ça après qu'on l'ait écouté avec nous. Incredible hurricane. It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. Donc, le présentateur, M. Beaubois, il regarde les cartes météo, il dit, écoutez, ça s'est écroulé de 50 millibars en 10 heures, et là, il casse et il dit, c'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible là-dedans? Mais ce qui est horrible, c'est que en général, ce type de phénomène, quand il naît, il atteint la force 5, c'était le cas vendredi passé. Et puis, notamment hier, il était redescendu à un ouragan de force 4. Et puis, ce qui est assez rare, c'est plus arrivé depuis 2005 d'ailleurs, il est repassé en force 5, mais il avance toujours et il avance vers Tampa actuellement avec des vents à 257 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez, je parle de vent moyen, je ne parle pas de rafale, là, hein, je parle de vent moyen. Et il devrait toucher Tampa avec une force de 3, peut-être si tout va bien 2, mais probablement 3. Et donc, ça va être vraiment, je pense que le météorologue en question, il sait ce que ça va faire. Il comprend que ça va être vraiment très destructeur au passage. Il passe sur une partie quand même relativement étroite de la Floride, donc il va pas, pour rappel, l'ouragan a besoin d'eau chaude, qui est à l'heure actuelle de 28 à 29 degrés, donc le carburant il est vraiment très bon, et donc il passe sur une langue de terre qui est à l'échelle du système relativement petite, et donc c'est certain que le système va vraiment arriver avec une force importante. Le président américain, comme d'autres officiels aux États-Unis, a dit aux gens de Floride, partez si on vous dit de partir, sinon c'est la mort. C'est pas une exagération. Mais je pense pas, parce que c'est certain que quand on voit, il devrait aborder Tampa en force 3. Force 3, c'est des vents de 180 à 210 km/h. C'est 3 à 4 mètres de haut de vague, donc l'onde de tempête qui va toucher la côte, ça va être 3 à 4 mètres de hauteur de vague, je ne sais pas si vous imaginez, et 400 mm de pluie. C'est-à-dire que c'est le double de ce qui est tombé au Québec, souvenez-vous, le 9 août dernier. Alors qu'on a eu des pluies qui étaient absolument torrentielles. Voilà, donc ça vous donne, c'est le double. Donc ça vous donne un peu l'impact de ce phénomène sur particulièrement la région de Tampa. Monsieur Beaubois, quand la tempête Hélène a frappé là, il y a une dizaine de jours, elle a frappé à peu près le même endroit, là, la côte de Floride, la côte ouest, mais ce qui a surpris, c'est à quel point ça a fait des dommages à l'intérieur des terres, jusqu'à 1000 km, 800 km, notamment l'ouest de la Caroline du Nord. Est-ce qu'on sait si la tempête Milton va frapper aussi creux dans les terres? Non, parce qu'en fait, elle a une direction beaucoup plus ouest-est. Donc, elle va rentrer à Tampa, va ressortir du côté est de la Floride à peu près à la même, je veux dire, de façon assez horizontale, et puis repart sur l'océan. Soit dit en passant, de l'autre côté, donc du côté est, l'eau est aussi à 26, 27, voire 28 degrés. Donc je suis curieux de voir quand parce qu'il devrait sortir, donc l'ouragan devrait sortir à une force de 1. Je suis curieux de voir comment ça va réagir. Est-ce qu'il va reprendre de la puissance par la suite?
peu probable, mais ça reste quand même à surveiller. De toute façon, il va s'éloigner des côtes à ce moment-là, donc il va pas remonter vraiment vers la Caroline comme Hélène. Il a vraiment une trajectoire beaucoup plus horizontale ouest-est. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir donné ces explications, M. Beaubois. Je me doute bien que vous allez observer le phénomène avec beaucoup d'intérêt. Oui, tout à fait. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au plaisir. Jean-Charles Beaubois, ancien présentateur météo. Il est maintenant président de Météo Global. Rebecca McConnell est une animatrice bien connue. On l'a d'abord vue à Musique Plus et depuis des années, on la voit, on l'entend sur les plateformes de Radio-Canada. Elle nous arrive ces jours-ci avec un récit inclassable dans le livre « Dans mon sang » qui est lancé aujourd'hui. C'est un livre sur les secrets, les mythes dans les familles, sur l'identité, sur ce qui nous attache les uns aux autres. Et je dois le dire, « Dans mon sang », c'est un récit magnifique qui m'a bouleversé. Bonjour, oui, Rebecca. Bonjour. Écoute, merci d'être venu nous voir en studio. Merci de l'invitation. Je dois le dire, là, je suis un peu sur le cul, si tu me permets cette expression, que ça t'ait bouleversé autant. Ben, regarde, on va commencer avec le début, qui est la dédicace que tu m'as faite. OK? Et là où j'ai peut-être erré, finalement. Ben, tu m'as écrit, mais bon, mon Dieu, je la cherche. Ah oui, elle est ici. OK. Donc, cher Patrick, cette histoire n'a rien à voir avec la tienne, mais j'ose espérer qu'elle te touche et que tu y penses longtemps. J'y pense depuis que j'ai commencé à lire. Tu vas expliquer aux gens là, ton parcours, mais je veux te dire, toutes les familles ont des histoires de secrets, de mythes, de non-dits, de gens qui s'aiment pas. C'est un peu ton cas, mais regarde, on parle pas de moi, on parle de toi. Explique aux gens, c'est quoi ton parcours familial? D'abord, j'aimerais ça dire que c'est pas une autobiographie. Parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent comme c'est comme Mariana Mazza, elle nous offre sa vie en 3 actes. C'est pas ça du tout. C'est exactement ce que tu as dit. Je voulais parler de famille, je voulais rendre hommage à mes parents qui sont décédés depuis longtemps. Mon père quand j'avais 2 ans, ma mère en novembre 2011. Mon parcours familial, c'est que je suis l'enfant de Dr Adounia Makonnen, grand médecin éthiopien que je n'ai donc pas connu, et Virginie Michaud, une fille née à Saint-Quentin. C'est toujours comme ça que je l'ai dit. Voilà. Ouais. Et là, je révèle à la page 4, c'est pas je veux dire, il y a quand même 225 pages, mais je révèle un punch dès le départ. J'ai beaucoup... Je regrette presque d'avoir utilisé le mot mensonge maintenant. Je trouve que j'ai été dure avec moi-même, j'ai l'impression un peu. Là, parce que tu as vécu une sorte de mensonge. J'ai vécu une sorte de je dirais une demi-vérité ou ce que j'aime bien, c'est un secret occulteur. Parle du premier punch. Le deuxième, on va le préserver pour le plaisir des lecteurs. Absolument. Le premier punch, la révélation, en fait, c'est qu'en voulant rendre hommage à mes parents avec ce livre-là, je me suis dit, si je raconte leur vie remarquable et exceptionnelle, je dois quand même m'exposer et dévoiler un peu de ce qui les rend remarquables et exceptionnels. Et c'est le fait que je suis la fille de mon père, mais je suis... qui était éthiopien. Qui était éthiopien, mais je suis pas la fille biologique de Virginie Michaud. Je suis née d'un adultère, en fait, d'un adultère entre mon père et une femme que je ne connais pas. Mon père l'a dit à ma mère. Ma mère m'a adoptée. Quand je dis ma mère, il n'y en a qu'une seule. Ça reste toujours Virginie Michaud. Oui, voilà. Et j'ai toujours su cette histoire-là. Elle ne m'a jamais été cachée. On en a toujours parlé en famille. Il n'y avait rien de tabou là-dedans. Moi-même, quand j'étais petite, puis mon père est mort à 2 ans, donc je me promène avec ma mère. Les gens sont comme, c'est ta mère? Oui. Puis là, je racontais ça là, comme si c'était, tu sais, pas un épisode de Passe-Partout, jusqu'au secondaire. Et au secondaire, il y a une scène crève-cœur. Ouais. Pas à cause de ton... Comment je te dirais? C'est pas... Il y a ton histoire personnelle, mais c'est crève-cœur parce que les blessures du secondaire, de l'adolescence, les blessures qui nous sont infligées par le regard des autres, ça peut nous suivre longtemps. Et là, ça va te suivre longtemps parce que tu racontes ton histoire. Tu dis, moi... Je viens d'arriver au secondaire, oui. Ma mère, écoutez, mon père a eu une aventure. Ouais. Puis ma mère m'a accueilli comme sa propre fille. Elle m'élève comme ça. Et là, le regard des filles autour de toi change complètement. Tu te fais traiter de fucké. Oui, les filles sont comme... C'est complet. C'est fucké, cette histoire. Voyons. Ta mère est cocu, puis elle t'élève. Puis on dirait que je viens de comprendre ce que j'inflige à ma mère. Tu sais, j'avais toujours une petite culpabilité, je dirais, diffuse. Mais là, c'est comme une gifle en pleine face. Et à partir de ce moment-là, je décide de me taire. Je me dis, tu tombes dans le secret. Oui, je tombe dans le secret. Mais à un moment donné,
tu deviens trop à l'étroit dans ce secret-là. Absolument. Mais des années plus tard. En fait, c'est comme si, ce que je t'expliquais hors d'onde, c'est que les gens me demandaient souvent lequel de tes parents est blanc. Donc, je répondais ma mère. Tu sais, ça arrangeait tout le monde. C'était facile. Je passe pour une métissée. Je suis pas la plus foncée. Je suis pas du tout non plus la plus pâle des personnes noires que vous allez rencontrer. Mais oui, faut comprendre, moi aussi, j'ai eu un micro quotidien où je parle de justice sociale, puis d'espace queer, puis de George Floyd. Puis à un moment donné, tu vas être en phase, tu vas être intègre avec la personne, avec les sujets. Puis là, je me disais, on dirait que je voudrais juste dire, attendez, là, je suis une vraie noire, entre guillemets. Je deviens à l'étroit, je veux parler de mes parents, j'étouffe, ça me rendait malade. J'avais comme pas le choix, en fait. J'avais pas le choix. Il y a la question identitaire, tu sais, qui es-tu au point de vue racial? Oui, donc, pour le regard des uns, t'es X, pour le regard des autres, absolument. t'es Y. Mais il y a aussi ton secret familial, ce que tu vis. Oui. Et là, tu racontes, t'es au Gala de Dynastie, qui reconnaît au Québec là, la contribution des personnes noires. T'es récompensé, t'arrives sur scène et tu t'évanouis. J'ai fait un choc vagal. Mais c'était pas un hasard. Non, c'était pas un hasard. C'est justement d'être. J'ai eu tellement de beaux témoignages avant de monter sur scène. Heureusement que tu es ici. Tu en as tellement fait pour nous. Tout ça. Puis, tu sais, déjà là, tu te dis, oh mon Dieu, je suis pas à la hauteur. Seulement vous savez. Déjà que j'ai un sentiment d'imposteur. Il est exacerbé par cette soirée-là où on me rend hommage. J'arrête pas de dire aux gens, hey, calmez-vous un peu. Là. Je veux dire, je ne suis pas Oprah Winfrey. Et quand je suis montée sur scène, il y a eu une ovation debout. C'était. Déjà que moi, je suis pas dans l'épanchement. Là. Je veux dire. Non, je suis très réservée. Je te connais pas très bien, mais tu me connais assez pour savoir mais ça. Mais tu dégages cette image de femme froide. Oui, je garde toujours un bras de distance. Et là, c'est déjà beaucoup d'émotions. Et pendant, j'arrive au moment de mon discours où je parle de mon père, tombé dans les pommes. J'ai dit, quand ça devient difficile, ce métier, qu'on reçoit des insultes, je repense à mon père déplacé dans un camp de réfugiés. Je suis tombée dans les pommes. Je suis tombée dans les pommes. Puis après, il a fallu que j'en rie, tout ça. Mais, tu sais, c'était comme il y a eu des moments dans ma vie où on dirait que c'est comme la vie me disait, hey, là, tu sais, genre, il va falloir que tu parles, il va falloir que tu dévoiles. Ben, c'est ce que tu dis. Il y a un beau passage dans le livre Dans mon sang, Rebecca. J'ai fabulé mes origines. Je suis à l'étroit dans cette fabulation depuis longtemps. Me démasquer est essentiel. C'est essentiel. Et il y a une quête qui mène à ce livre-là, puis tu t'es démasqué. Je me suis démasquée. J'ai soulevé un très gros caillou, une très grosse roche, sachant que j'allais trouver certaines choses en dessous. Mais je savais pas du tout que j'étais pas au bout de mes surprises. Mais tu vois, ça, c'est le deuxième punch. Qu'on va préserver. Et on va le réserver pour les lecteurs, mais il y a des tests ADN, il y a des contacts avec ta famille biologique qui m'a retrouvée au moment où je perds ma mère. C'est complètement débile. Il y a des phrases lourdes de sens comme les gens en Éthiopie qui t'écrivent et qui te disent « Il y a bien des affaires que tu sais pas. Ouais. » Et ça, cette phrase-là te hante. Mais c'est parce que tu te dis, OK, tu le sais, OK, tu te fais dire ça, il y a bien des choses que tu sais pas. Justement, c'est lourd de sens. Tu te fais 1000 scénarios. Moi, au moment où on m'a dit ça, j'avais pas envie d'aller fouiller, j'étais pas prête, puis vient un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je sais pas? C'est quoi que je sais pas? Dites-le moi, là j'en peux plus, tu sais. Et c'est pour. Et tu sais, il y a eu un moment où je me disais, est-ce que j'arrête l'histoire ici? Mm-hmm. Puis finalement, l'histoire est devenue quelque chose. J'ai appelé mon éditrice là, pour dire, c'est pas ce que je t'avais pitché. Ça devient autre chose. Puis je vais continuer voir où est-ce que ça nous amène. Et un jour, tu rencontres l'actrice-réalisatrice canadienne Sarah Polley, qui, elle, a fait un film sur son histoire. Quel beau titre, Les histoires qu'on se raconte. Ben oui, parce que, puis je te le dis, dans les familles, on s'en raconte tous. Des histoires. Elle a découvert, elle aussi, un bug dans son arbre généalogique. Là. Et là, toi, tu lui dis tes secrets. Tu lui racontes ton histoire. Elle ouvre grand les yeux. Oui. Mais elle te répond, et c'est une phrase qui aura beaucoup de poids pour toi, un jour, ça n'aura plus tant d'importance. C'était. Pourquoi ça a eu tant de poids? Parce que c'est comme si, au moment où je faisais des découvertes, c'était... Je peux pas t'expliquer, Patrick, à quel point mon monde s'est effondré. C'est vraiment... Tu sais, les expressions très galvaudées, le sol se dérobe, tout ça, c'est exactement ça qui se passe. Et moi, toutes les personnes sont constituées de leur bagage génétique, mais de leur construction sociale également, et des mythes fondateurs, et des histoires qu'on se raconte, et des histoires qu'on s'est fait raconter, et des idées qu'on se fait de soi-même, et de la conception que les gens se font de nous. Puis tout ça, c'est comme ça a foutu le camp.
Donc, au final, t'es comme, mais voyons, je suis qui? Là, je suis rendu qui, là? Ouais. Puis là, tu te remets à penser à des choses que tu as dites, à des choses que tu as crues, tes croyances qui tiennent plus ou moins. Tu te mets à penser toutes sortes de... Est-ce que je suis journaliste puis animatrice? Est-ce que je suis animatrice et intervieweuse parce que j'aime ça poser des questions? C'est parce que je voulais tellement pas d'attention sur moi parce que je savais que j'avais... Tu sais, il y a toutes sortes... Finalement, au final, tu te dis, là, je suis qui, moi? Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai fait OK. J'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Et je te dirais que je décante encore. Mais t'es qui, toi? Mais je le sais pas encore. En ce moment, je te dirais que je suis la fille d'Adunia, la fille de Virginie, la sœur de Sophie. Je te dirais ça. T'as un parcours né en Éthiopie qui est particulier, biracial, Ouais. mais ceci étant dit, les gens vont se reconnaître dans ton livre parce que toutes les familles ont des secrets. Ouais. Toutes les familles ont des mythes. Toutes les familles ont aussi des gens qui s'aiment pas nécessairement juste parce qu'ils sont liés par le sang. Tout à fait. Ou que c'est plus... C'est moins évident, c'est moins intime. Ça t'a fait du bien de l'écrire? Je suis une personne transformée. Il y a un avant et un après. Ben oui, je pourrais plus jamais être la même. Le nombre de... Le livre sort aujourd'hui, mais j'ai fait quelques entrevues. Les témoignages que je reçois... Pas juste de gens comme toi, de collègues qui sont comme, je suis bouleversée, mon Dieu, on te connaissait si peu finalement, mais de gens, comme tu dis, des gens qui nous écoutent, qui sont comme, moi, dans ma famille, il y a ça, j'ai appris ça, j'en reviens pas, je cours chercher votre livre. Des gens qui ont une histoire presque exactement comme la mienne, c'est capoté. Écoute, je recommande ton livre, Rebecca McConnell. Je sais ce que ça vaut. Dans mon sang, parce que on est tous intéressés par la famille et par les liens qui nous unissent aux autres. Et c'est au cœur de ça, c'est très bien écrit. Merci. J'espère que ça t'a fait du bien. Oui. Et je comprends mieux la forteresse McConnell maintenant. C'est tellement bien. C'était Rebecca McConnell. Merci beaucoup. Voici Patrick Lagacé. On le connaît, on le fréquente, on l'entend depuis des décennies, ne vieillit pas. Roch Voisine est avec nous. Bonjour, Roch. Bonjour, t'es bien gentil de dire que je vieillis pas. Ben là... Et en dedans... Bon, arrête. T'es un athlète, ça paraît. Oui, ben c'est ça. Ça, j'avoue que se tenir en forme, ça aide pas mal. Roch, c'est le 35e anniversaire du célèbre album Hélène, mais pas que, parce que là, t'as première médiatique demain d'un spectacle à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts, qui va faire la rétrospective de ses 35 années. Ouais. J'ai invité l'équipe à se joindre à nous parce que tu ratisses très, très large. Je vais te parler d'Hélène, mais pas que, je te le promets, OK? Ah, il n'y a pas de problème. Non, mais je sais... Non, mais c'est parce que c'est vrai que j'ai eu des un peu périodes où ça prenait bien de la place, mais là, c'est le temps. Non, mais tu sais, genre, absolument jamais, ou à peu près pas, tu sais, on me demande de venir faire Hélène dans des émissions de télé, ces affaires-là, depuis des années, puis systématiquement, je dis non, tu sais. Puis là, ça me fait tellement plaisir d'en faire partout que... Mais justement, tu as traîné ta guitare. Oui. Bon, ben, on va en jouer un petit morceau, mais attends une seconde. Okay. Tu reviens d'Europe, m'a-t-on dit, Belgique, France. Oui. En 90, là, quand tu décollais, je me suis ramassé en France. Écoute, il y avait des posters partout. Tu étais absolument omniprésent. Oui. Ça marche ça encore, Roch Voisine, là-bas? Ah oui, les salles étaient pleines. Ça a été toute une expérience parce que tu sais pas, 35 ans après, on a tous, tu parlais d'âge, tu sais, que le public aussi évolue, vieillit. Puis moi, avec, là, je cours plus autant que je courais sur une scène à l'époque. Et j'avais pas une appréhension, mais je me demandais comment ça allait se passer physiquement parce que à cette époque-là, il faut le dire, c'était des concerts qui étaient très physiques, c'était très je disais souvent qu'il y avait autant un gros show dans la salle qu'il y en avait un sur scène. Puis je me demandais comment on allait tous vivre ça en même temps. Et la seule chose qui manquait, c'était je l'ai même dit sur scène, je dis, il n'y a pas grand monde qui sont allés à l'infirmerie cette fois-ci. Ils ont tous commencé à rire. Il y a beaucoup de gens, des filles qui s'évanouissaient. À l'époque, là, c'était... Oui, non, c'était OK, mais pas là... de bon sens, alors. Mais là, ils sont pas allés, par exemple, à l'infirmerie. C'est ça la grosse différence. Quand tu vas en Europe, tu joues quoi? Je joue pas mal ce que je joue ici au Québec. J'ai 3 formats de concerts, c'est drôle à dire. Quand je suis au Québec, je me permets de faire de l'anglais, du français. Oui. Les gens m'ont suivi à travers ces 40 ans-là, probablement plus qu'ailleurs. Quand je suis en Europe, francophone surtout, c'est presque exclusivement en français. Puis si je suis à Winnipeg ou à Calgary ou à Toronto, là, c'est
presque uniquement en anglais. Puis je dirais, il y a peut-être 3 ou 4 chansons maximum que je ferais en Europe. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand tu disais je ratisse large, même au niveau des chansons puis du répertoire, c'est très, très différent d'une place à l'autre. Tu as joué les classiques américains, tu as joué de la pop. Oui, puis même ce que j'ai écrit dans mes propres compositions à moi, tu sais, je veux dire, c'est quand même 30 albums, 22 originaux, il y en a 10 en anglais puis 12 en français. C'est beaucoup, beaucoup de matériel. Fait qu'on peut se permettre. Ce qui fait aussi que c'est pas plate, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression de faire toujours le même concert. Dès que je me déplace, différentes cultures, différents goûts, là. C'est assez étonnant. Là, comme on dit au Nouveau-Brunswick, je vais te laisser jouer ce Crowd Pleaser, cette chanson qui fait plaisir à la foule. Ouais. Hélène, après ça, on va parler. J'aurais une question pour toi à partir d'Hélène. OK. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. Dès qu'il s'achève, tu partiras 100 000 lieues de moi. M'a oublié ton sourire, tellement de souvenirs. Nos jeux dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée, nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas en ton pays loin là-bas? Helen, things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Helen, things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi, là où le vent te porte, loin de mon cœur qui bat. Bravo. Je m'en allais faire les cœurs, là, j'étais partie. C'est fait. Ça me ramène à mon secondaire, fin de mon secondaire. Oui. C'est une chanson toute simple, rock. Oui. Pourquoi elle a pogné comme ça, Je sais pas. Moi, je pense que ça mélange bien des affaires, parce que quand tu regardes, tu sais, ça a changé ma vie. C'est une petite chanson qui a été écrite pour faire plaisir à quelqu'un, qui était, on le dit, tout le monde le sait maintenant, Hélène, c'était pas ma blonde, là, c'était la blonde d'un copain, en fait, du co-auteur, c'est Stéphane Lessard. C'était sa copine à lui. Il voulait y faire plaisir, il est venu me voir. Tu pourrais-tu écrire une chanson? On va aider à écrire une chanson pour ma blonde, on va y faire ça à Noël ou à Saint-Valentin. Puis c'est comme ça que ça a un peu commencé, tu sais. Puis ça, c'était en 82. Fait que moi, je suis retourné à l'école après ça. 88 à peu près. Oui, c'est ça. On l'a fait. On a sorti ça au mois de mai. La chanson est sortie. En fait, je me suis lancé moi-même dans mon émission Top Jeunesse à l'époque. C'est là où je l'ai faite la première fois. Top Jeunesse. Je me suis lancé moi-même. C'est vrai, tu as animé à la télé. Oui, absolument. Est-ce qu'on sait ce qu'Hélène est devenue? En fait, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais j'ai entendu une interview pour les 30 ans, il y a 5 ans passés. Il y a un gars à Radio-Canada qui l'avait retracé. Olivier Robillard-Lavoie. Voilà. Et puis, il a fait une super entrevue. J'ai écouté ça, très classe. Je pense qu'elle habite dans le Nord, là, Jean Saint-Sauveur, quelque chose comme ça. C'est une fille très chic qui a... C'était très intéressant après tout ce temps-là, parce que moi, je l'avais croisée, bien entendu, au tout début, avant que ça sorte, là, en 82, puis d'entendre ce qu'elle avait à dire, plus que ça, 36, 37 ans plus tard. S'il y a une fille du Nord qui vous dit Hélène de la chanson, c'est moi, croyez-la. Hélène Lauzé, oui. Yann, tu voulais dire quelque chose? Non, j'avais pas de question, mais oui, ça a bercé aussi mon adolescence, un peu comme toi, Pat. OK. Hélène, c'est la chanson qu'on t'a le plus demandé. Tu l'as dit tantôt, Rock Voisine.
ça t'a un peu tanné à une époque? Ben, c'est-à-dire que ça prenait de la place. Oui. J'oserais même... Ça faisait de l'ombre au reste. Au reste, je veux dire, quand même, 22 albums originaux, 30 avec les À un moment donné, tu te dis, j'ai fait d'autres choses. Puis en plus, il y avait une grosse demande. Fait que les gens, on faisait un album par année, donc t'es fier de ça. Puis j'avais la chance, j'étais privilégié de pouvoir écrire mes chansons. Les gens les écoutaient, là. Mais quand on arrivait dans un système qui était une structure, qui était radiophonique, où c'est un peu réducteur, où on veut dire, expliquer c'est qui cette personne-là, on essaie de faire ça dans une phrase, ben ça finissait toujours par le chanteur d'Hélène. Quelle autre chanson de ton répertoire t'aurais souhaité qu'on te demande aussi souvent, sinon plus qu'Hélène? Bon, c'est une très bonne question. Il y a eu je pense à une chanson I'll Always Be There, par exemple, mais qui a marché beaucoup plus au Canada anglais. L'histoire aussi est un peu même il y a une histoire avec la disque de cette chanson-là. On voulait pas que je chante. On voulait pas que je la chante en anglais, bien entendu, parce que c'était la disque. Et puis apparemment, on passait de 80% à 70%. Je me suis fait dire de français dans une chanson pour pouvoir interpréter ça à la disque. Et on avait fait un gros hit avec la version originale, avec David Foster au Canada. Et il fallait que je la fasse à la disque. Et finalement, on a fait une adaptation française. Avec un copain à moi, Yves Descaries, avec qui j'ai fait beaucoup d'adaptations parce que c'est un peu mon histoire. Oui. J'écrivais beaucoup en anglais, puis je refaisais ça en français. Même chose pour Hélène, c'est une chanson qui était en anglophone et puis qu'on a fait en français. Et on l'a fait là, à l'époque, là, à Parfax, j'étais à Paris, on a fait une version francophone qu'on a fait pour la première fois à la disque à cette époque-là. Qu'est-ce que tu écoutes présentement? J'écoute pas grand-chose. Tu sais, cordonnier mal chaussé, j'ai mes gars, moi j'ai 2 gars, 18-20 ans, puis j'essaie de porter un peu une oreille à ce que la nouvelle génération, bien entendu, là, c'est mon défaut professionnel. Et je suis agréablement surpris comment les jeunes aujourd'hui passent de Queen à les choses qu'ils font de leur génération aux anciennes affaires, un peu tout mélangé. Je suis un petit peu comme ça, moi. Tu as grandi à l'époque où on vendait des micro-sillons. Ça a été le socle de ta carrière. Dieu sait que tu en as vendu. On est dans une nouvelle époque complètement, l'époque du streaming. Comment tu appréhendes ça? Alors, c'est très difficile. C'est très difficile pour tous les artistes, là, parce que le modèle d'affaires, c'est surtout parce que premièrement, le modèle d'affaires a changé énormément. On peut plus vivre de ça comme on vivait de ça à une certaine époque. Oui. La deuxième chose qui est arrivée aussi, surtout, je veux pas dire que je souffre d'agisme, mais les gens, c'est de plus en plus difficile d'aller rejoindre les gens de ma génération ou les gens qui m'écoutaient, malgré que les concerts encore même en Europe, puis même ici au Québec qu'on a fait, l'ont prouvé. C'est quand même multigénérationnel. On avait une possibilité extraordinaire à l'époque qui était d'aller rejoindre le plus grand nombre de personnes le plus largement possible dans des émissions, surtout de télé, parce qu'il y avait ce que les Français appellent des grandes émissions, des grandes ondes. Il y en a plus de ça. Les grands plateaux, là, oui. Ouais, les gros plateaux. Et puis, on avait vraiment l'impression qu'on parlait au monde en direct. Puis, ça nous aidait beaucoup parce que tu faisais connaître tes nouvelles choses ou tu te faisais connaître en tant qu'artiste beaucoup plus rapidement. Maintenant, tout ça a été éclaté puis il faut vraiment... c'est ça que je trouve difficile, c'est comment on va faire pour aller les rejoindre. Puis, je parlais en début d'émission que les générations... ma génération a changé, on a eu des enfants, il y en a même, ma soeur a 6 petits-enfants, là. Mm-hmm. Ça fait aller rejoindre ces gens-là qui prendre le temps un mardi ou un mercredi ou un jeudi soir ou même un samedi soir pour venir me voir en concert, c'est pas évident comme c'était à une certaine époque, là. Mais il faut gérer bien les affaires, là. Oui. Tu sais, il faut aller chercher combien qui m'ont dit je savais pas que vous étiez là, sinon faut que j'aille chercher. J'offrais des fois j'ai offert des tickets, tu sais. Je rentre dans un magasin de lunettes par exemple, quelque chose comme ça en Europe, puis la madame est super fan, tu sais. Puis elle sait pas que je suis là dans la ville en concert, puis j'ai dit je vais vous donner des tickets. Elle dit j'aimerais bien ça, mais il faut que j'aille chercher mes enfants à 5 heures. Ça fait que ça change beaucoup ton modèle d'affaires, puis ça change aussi la façon d'aller vers les gens, tu sais. Ouais. Mais est-ce que tu as encore envie de faire un album de chansons originales? J'aimerais ça, mais honnêtement, je vais être franc avec toi, ça c'est pas très ben tentant. Non. C'est pas tentant parce que il y a tellement d'efforts là-dedans, puis je dis pas ça, là que les fans vont dire oui, mais il y a une réalité. Il y a une réalité, c'est que je parlais de modèle d'affaires, tu sais, si
si t'en vends pas, il faut trouver une autre façon de le faire. Moi, ce que je fais, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais à toutes les 2 Noëls, j'écris une toune de Noël. C'est de l'original, c'est une chanson originale. T'en as fait une récemment pour la tournée aussi. ici, Hélène 35, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Encore avec Jeff Smallwood. Il faut que ta chanson soit portée, que ce soit par un événement ou quelque chose comme ça. Sinon, lancer ça comme ça dans l'air, ça a très, très, très peu de chance, puis économiquement, c'est pas viable. Hélène 35, c'est la tournée. Oui, c'est demain et vendredi à la Place des Arts. Et les détails, rockvoisine.com. Oui. Toutes les dates sont là. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Toujours un plaisir de te rencontrer, Rock. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Rock Voisine.